La reprise et transmission d'entreprise est un projet de vie. Le parcours peut être long, parfois difficile, et il faut s'y préparer à l'avance. C'est pourquoi la CCI de Touraine a souhaité sensibiliser les futurs repreneurs et cédants à la reprise et transmission d'entreprise. À travers les témoignages d'hommes et de femmes, repreneurs, cédants, experts, nous allons découvrir les grandes étapes de la reprise et transmission d'entreprise, mûrir, structurer, accompagner son projet. Je décide de céder de par mon âge. De par mon âge, je savais bien qu'à un moment ou à un autre, il faudrait passer la main à quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique, pour continuer le développement que j'ai initié ces dernières années. Et toute ma démarche pour préparer l'entreprise, pour la céder, c'était en arrière-plan cette pensée. Que devient l'entreprise ? Que deviennent les gens qui composent l'entreprise ? Pourquoi céder une entreprise ? On en fait le choix. On en fait le choix, et j'étais, une question d'âge, d'activité, d'occupation, et puis une décision. Je crois que pour céder une entreprise, il faut en avoir la ferme intention. Depuis une bonne année, j'avais pensé avec mon épouse à transmettre l'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'âge de la retraite approchait. Et je voulais transmettre mon entreprise dans des bonnes conditions, une entreprise qui fonctionne bien et avec des bons moyens. Et je pense qu'en vieillissant, je crois qu'on peut des fois être un petit peu moins performant, et je voulais vendre une entreprise performante. La démarche de reprendre une entreprise, c'est souvent un aboutissement à un parcours professionnel et personnel particulier, sachant qu'il n'y a pas de grandes règles absolues. Professionnellement, moi, effectivement, j'étais arrivé à environ 40 ans à une fin de parcours où je voyais plus tellement de perspectives de développement et d'intérêt professionnel. Et donc c'est pour ça que je me suis posé la question de reprendre une entreprise. J'ai décidé de reprendre une entreprise tout simplement parce que j'avais 55 ans et que, quittant un emploi salarié, il était beaucoup plus facile pour moi de m'orienter vers une reprise d'entreprise que de rechercher un emploi. Là, c'est très incertain. La reprise à la barre du tribunal, c'est quelque chose de très très formateur, pour mon cas, mais qui reste très compliqué, car là, on n'est pas seulement dans le cadre d'un projet de reprise, mais on est aussi dans le cadre d'une décision judiciaire. Et moi, j'avais aussi la double particularité d'être à la fois salarié de l'entreprise, qui était en difficulté financière, et potentiellement repreneur. Et c'est vrai que, avant de devenir chef d'entreprise, j'ai d'abord voulu sauver mon entreprise. L'idée de reprendre la société en couple, pour nous, avait plusieurs aspects. De concrétiser notre milieu professionnel, puisqu'en plus on est très complémentaires tous les deux. Thierry maîtrise très bien toute la partie technique, suivi, respect de délai, de commande et de qualité. Et moi, je maîtrisais bien la partie commerciale, de vie, administratif. Je pense que il faut vraiment croire en son projet. Pas se dire, voilà, demain j'ai envie de reprendre une entreprise parce que j'ai envie de faire ça ou de faire autre chose. Je veux dire, il faut vraiment avoir un but lucratif là-dessus et de se dire, j'ai envie, je vais déjà commencer par poser mon projet, essayer de voir ça, de l'exposer à plusieurs personnes, de voir est-ce que c'est possible pour moi de le faire. Quand on a mûri son projet de reprise et au moment du lancement, c'est toujours assez difficile parce qu'on ne sait pas exactement par où commencer. Les sujets qui doivent être abordés sont très très larges, techniques, financiers, juridiques. Alors je me suis préparé à la reprise de cette entreprise par tout simplement déjà des prises de contact avec les instances, les chambres consulaires, donc la chambre de commerce et d'industrie. C'est vrai qu'il existe beaucoup de supports aussi. Il y a la PCE qui est un moyen formidable pour les futurs repreneurs. Et puis un certain nombre d'experts, comme l'expert comptable, et puis aussi un avocat, puisque c'est absolument indispensable. Reprenant l'entreprise à la barre du tribunal, finalement, elle a été cédée par un liquidateur judiciaire qui lui-même n'a jamais visité l'entreprise. Et il est vrai qu'il a fallu, dans cette situation-là, rapidement prendre le taureau par les cornes et solliciter des accompagnements afin d'éviter de faire des erreurs et puis recevoir les bons conseils, parce que finalement, rapidement,
En reprenant la barre du tribunal, on est livré à soi-même. Et je suis convaincu, en tous les cas c'est l'expérience que j'ai vécue, qu'il faut multiplier les rencontres, les rendez-vous, les échanges avec des gens qui ont déjà effectué cette démarche de reprise d'entreprise. Et puis il y a tout un tas d'organismes qui peuvent vous aider, vous orienter sur des programmes de formation par exemple que les CCI mettent en œuvre. Mais également vous mettre en relation avec des experts, que ce soit dans le domaine bancaire, juridique, avocat, expert comptable. Il y a également des réseaux associatifs, comme le réseau Entreprendre Val-de-Loire par exemple, qui apportent un parrainage sur des reprises. Un repreneur, un créateur ou un repreneur, en l'occurrence dans notre cas c'est un repreneur, sollicite le réseau Entreprendre pour bénéficier d'une part d'un prêt d'honneur, qui va de 15 à 50 000 euros, qui est un prêt gratuit à taux zéro sur une durée de 5 ans avec un différé de 18 mois. Et obligatoirement un accompagnement. Ce qui compte avant tout dans notre démarche, c'est bien d'assister, d'accompagner et d'aider la personne du repreneur. C'est-à-dire que tout ce qui peut être mis à disposition des MRIC, comme le temps du réseau, toutes les aides bénévoles, eh bien, le lauréat s'engage moralement à le rendre plus tard en tant que membre du réseau, en participant, lorsqu'il ne sera plus lauréat, mais membre, aux mêmes actions et à devenir lui-même accompagnateur plus tard. Une fois que la décision de céder l'entreprise a été validée, a été prise, il faut bien sûr penser à tout ce que ça va avoir comme incidence dans l'entreprise bien sûr, mais également au niveau patrimonial, au niveau familial. Quelle que soit la valeur de l'entreprise, le fait de céder une entreprise va perturber un petit peu les valeurs patrimoniales de la famille. Il faut les anticiper au moins autant que la préparation de l'entreprise. La cession de l'entreprise, elle va avoir un impact sur son patrimoine et sur ses membres familiaux. Donc il faut structurer tout ça grâce aux services d'ingénierie des banques qui savent faire pour optimiser la cession au maximum. Le cédant n'est pas à vendre avec l'entreprise. Et moins il aura de valeur, mieux ce sera pour l'entreprise. Donc pendant 2 ans, j'ai effectivement fait en sorte que mon poste de travail soit complètement vide de fonction. J'ai créé un poste de directeur technique qui a pris une bonne part de mon travail. J'ai mis en place des chefs de service qui ont chacun à leur niveau pris en main le fonctionnement du service. Je devais pouvoir disparaître sans que c'est d'incidence, que ce soit vis-à-vis des clients, vis-à-vis du personnel. La préparation a été un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que je savais que l'entreprise intéresserait des groupes et j'avais refusé les groupes. On avait refusé les groupes et je voulais une personne, un particulier de préférence, qui croyait dans l'entreprise. Et nous avons réfléchi beaucoup, nous avons rencontré les banquiers, le Crédit Agricole entre autres, pour savoir lequel partenaire qui pouvait reprendre notre entreprise au mieux, sans justement faire de casse, je dirais, sociale ni rien, parce que notre entreprise était une entreprise familiale, qu'on voulait que cette transmission continue dans le même esprit. Autre point important à préparer, c'est le personnel. Tous les gens qui vous font confiance depuis des années et que vous allez laisser au bord de la route. Il est important qu'ils soient au courant de ce qui se passe, c'est ma philosophie, qu'ils soient toujours au courant de ce qui se passe, qu'ils soient mis en confiance et qu'ils vous accompagnent dans votre réflexion de cession d'entreprise et que tout le monde soit partant et prenne cette cession comme un challenge à réussir, coûte que coûte. J'en ai pas parlé à mes salariés. Pourquoi? Parce que je savais que mes salariés redoutaient ce moment et pensaient que j'allais continuer bien au-delà de mes 60 ans. Je voulais pas les effrayer. À travers, j'aurais certainement effrayé aussi mes clients, parce que une perte de confiance peut-être. Donc j'ai tenu ça secret le plus longtemps possible et je leur ai annoncé quand la transaction a été réellement faite. C'est effectivement parler plusieurs années à l'avance aux salariés d'un départ, ça peut mettre dans l'insécurité. Ça c'est tout à fait compréhensible comme argument et qui peut être pertinent. En même temps, ce maintien du silence, ça amène aussi à spéculer sur les intentions des uns et des autres et que ça peut conduire aussi à l'échec.
Lorsque vous êtes prêt à vendre, que dans votre tête tout est en place, il va falloir structurer l'entreprise et développer le projet. La première chose, il faut savoir où vous êtes situé, comment fonctionne l'entreprise. Il est important à ce moment-là de faire un audit du fonctionnement, de l'organisation, de l'entreprise dans son ensemble. La phase de préparation de l'entreprise, c'est on va se mettre dans une situation où on va pouvoir bien se vendre. Elle est souvent sous-dimensionnée et on s'aperçoit que si on avait mieux préparé la vente, on aurait pu optimiser différentes choses. La fiscalité, très important. Si la fiscalité sur la cession d'entreprise, elle peut être extrêmement avantageuse quand on a bien préparé sa transmission, elle peut être extrêmement lourde quand on ne l'a pas bien préparée. Sur les aspects sociaux aussi, c'est très important, parce que on va, pour un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est leur fin de carrière. Finalement, que vont-ils faire après ? Quelles vont être leurs ressources après ? Le premier rôle de l'avocat, bien évidemment, est de rechercher si l'entreprise en elle-même fonctionne avec les normes juridiques en vigueur, aussi bien le droit du travail que ce qui est droit de la sécurité lorsqu'il y a des salariés, mais également pour celui qui va céder, de savoir s'il ne s'est pas engagé et s'il ne prend pas des risques à court terme pour son propre patrimoine. L'exemple typique est le fait d'avoir oublié ou de ne pas savoir quelquefois, parce que le temps a passé, qu'on est engagé en tant que caution. Et qu'en réalité, même après la cession, eh bien, ce sont ces biens propres qui vont garantir les banques. Et en cas de redressement, voire liquidation judiciaire de la société cédée, le cédant peut perdre la totalité de ce qu'il a pu acquérir pendant des années. L'impact de la fiscalité sur la cession d'entreprise est très important. Donc on essaie de minimiser l'impact fiscal lié à la cession de l'entreprise. Donc on intervient bien en amont, on l'aide à définir son projet de cession, à évaluer l'entreprise. Dans le cadre de l'évaluation d'entreprise, on évalue les actifs et on essaie de sortir les actifs non stratégiques. Et ensuite, on évalue l'entreprise pour le prix de vente. En ce qui me concerne, le circuit Transmibat a très bien fonctionné. Les animateurs de cette structure m'ont présenté assez rapidement de très très bons repreneurs qui avaient bien sûr et la capacité et la compétence pour reprendre l'entreprise Millet. Le hasard a voulu qu'en ce qui me concerne, le bouche-oreille fonctionne aussi. Et un ami commun m'a présenté la personne qui allait devenir le repreneur d'entreprise Millet, Ludovic Fauvarc. Quand j'ai commencé à vouloir transmettre mon entreprise, je me suis rapproché du Crédit Agricole, qui m'a présenté plusieurs repreneurs. J'en ai éliminé quelques-uns, des groupes que je ne souhaitais pas qu'ils reprennent mon entreprise, et j'ai choisi M. Docagne, notre repreneur actuel. Pourquoi j'ai choisi M. Docagne? Parce que j'ai senti que c'était quelqu'un d'humain, un gars du coin déjà, et ça c'était important pour nous, et quelqu'un qui savait gérer une entreprise, qui avait géré des entreprises. M. Docagne n'est pas menuisier. Aujourd'hui, une entreprise de 150 personnes n'a pas besoin d'être reprise par un menuisier. J'avais structuré avec des équipes, et la structure était faite de façon que ça pouvait être reprise sans quelqu'un qui soit vraiment technique. Une fois que le choix du repreneur est réalisé, lorsqu'on est convaincu qu'on a fait le bon choix et qu'on n'ira pas chercher ailleurs, il devient important de mettre en place un protocole d'accord. C'est affaire de spécialistes. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul, vous avez besoin de conseillers, vous avez besoin de juristes, vous avez besoin d'experts comptables pour venir valider les audits et pour mettre en place toute cette structuration. Alors le rôle du conseil avocat, lorsque l'on en est à la rédaction, mais surtout à la signature des actes en eux-mêmes, que peuvent être en réalité un protocole, c'est de vérifier que ce protocole ne sera pas en réalité une sorte de vague projet, mais quelque chose d'extrêmement précis, pour que le cédant soit rassuré, garanti, pour que ce protocole à court terme devienne l'acte définitif sans trop de modifications. Il y a quand même une divergence au niveau d'une transmission d'entreprise entre le cédant et le repreneur. Le repreneur cherche à acquérir un outil de production en minimisant ses risques et à un coût le plus faible possible. Alors que le cédant, lui, cherche à transmettre son entreprise, à se dégager de la gestion en maximisant son coût hors fiscalité. Donc on a toujours une divergence
sur la valorisation de l'entreprise. Et c'est là où le rôle des experts est important, puisqu'on aide tant le repreneur que le cédant à trouver un prix qui puisse convenir aux deux parties. Nous n'avons pas négocié, le repreneur et moi. Nous avons laissé nos experts travailler entre eux. Ça nous mettait très à l'aise pour continuer, nos conversations, commencer à parler de l'entreprise, du contenu de l'entreprise et de l'avenir de l'entreprise. Pour nous, ça n'a pas été une priorité, le prix de vente n'a pas été une priorité. On s'est mis d'accord du prix tout de suite, on n'a pas négocié le prix. La priorité a été la transmission en gardant tout le personnel et en développant l'entreprise auprès de nos clients. Alors lorsque l'on en est à l'étape du closing, c'est-à-dire le moment définitif de la cession, ou du moins la matérialisation de la cession, l'avocat intervient pour vérifier que les actes qui ont été signés sont conformes à ce qu'ont souhaité à la fois le cédant et le repreneur, et de vérifier sur une période postérieure, le cas échéant, que ces actes sont conformes et qu'il n'y a eu aucune omission, c'est-à-dire que ni le vendeur ni l'acheteur n'ont oublié quelque chose qui leur semblait à l'époque anecdotique, mais qui peut devenir très important. Lorsqu'on a passé 2 ou 3 ans à préparer son entreprise et qu'on arrive à l'étape finale de la signature, l'étape du closing, on pourrait avoir quelques amertumes de devoir quitter l'entreprise. En ce qui me concerne, ça n'a pas été le cas. Cette préparation d'entreprise, cette session que je pressentais comme réussie, faisait vraiment partie de mon job de dirigeant d'entreprise. C'était ma responsabilité sociale de céder une entreprise dont la pérennité était assurée. Je n'ai pas vécu cette signature comme une délivrance, mais comme un aboutissement. À partir du moment, encore une fois, où on a pris une décision, finalement, on arrive au bout en quelque sorte d'un projet, même si c'est un projet final. Puis après, c'est un autre chapitre qui s'ouvre, et il faut voir les choses autrement. Le moment de la signature, pour moi, à mon épouse, était un moment important. C'est vrai que nous avons créé cette entreprise, voilà, 34 ans, et cette entreprise, pour nous, c'était une passion. C'était une passion. Nous avons travaillé dans cette entreprise avec beaucoup de bonheur. Je dirais, on a été entouré de personnel compétent. On a travaillé, je dirais, c'était notre famille. C'était notre famille. Alors c'est vrai que le jour de la signature, je ne vous cache pas qu'il y a eu des larmes de notre côté, et il y a eu beaucoup de larmes du côté du personnel aussi, et je pense que c'est rassurant. Il est vrai que je n'étais pas le créateur de l'entreprise Millet. Magnan n'apparaît pas ni sur les enseignes, ni sur le papier en tête. Je comprends tout à fait que quelqu'un qui a créé de toutes pièces son entreprise, qui l'a accompagné comme un bébé et qui l'a emmené en phase adulte, ça peut être plus difficile que pour moi de céder son entreprise. Mais encore une fois, assurer la pérennité en la cédant, c'est un bel objectif. Lorsqu'on veut effectivement avancer sur le ciblage de l'entreprise, il faut tout d'abord commencer par élaborer et mettre noir sur blanc son projet. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple curriculum vitae, c'est vraiment un descriptif sur plusieurs pages du type d'entreprise que vous souhaitez reprendre, quel est le secteur d'activité, quelle est la dimension, est-ce que c'est une entreprise de 5-8 salariés ou est-ce que c'est une entreprise de plus de 60 personnes. Donc il faut vraiment mettre tout ça noir sur blanc pour après effectivement pouvoir rencontrer toutes les entités, les organismes, les experts qui travaillent dans cet univers. Alors le ciblage, il a plusieurs niveaux et il ne faut pas les louper, surtout, c'est très important. Il y a le secteur géographique, il y a le secteur d'activité, il y a la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son effectif. Et puis après, on va trouver des choses un peu plus à la marge, mais qui ont quand même aussi leur importance. C'est la compétence de l'homme. Est-ce que sa compétence, par son passé, va bien s'inscrire finalement avec l'entreprise qu'il souhaite racheter? Et puis, autre chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est finalement, on ne remplace pas si facilement un homme par un autre. Donc il faut aussi qu'il réfléchisse à la nouvelle organisation qu'il va mettre en place dans sa future entreprise. Je m'étais fixé un certain nombre de critères. Le premier critère était celui de la localisation géographique. Je souhaitais pouvoir reprendre une société qui soit localisée autour de la ville de Tours. Le deuxième critère était celui des motivations des vendeurs. Je voulais à tout prix éviter le profil d'un financier qui voulait récupérer un gros chèque,
prendre le chèque et puis laisser me débrouiller avec la vie de l'entreprise. J'ai ciblé plusieurs entreprises, dont Agence Déco. Agence Déco, c'était pas le coup de cœur. C'est une entreprise à tutu personné, très difficile à reprendre. Une entreprise de 13 ans d'existence avec un seul homme. Donc ça implique des conditions extrêmement dangereuses. Il peut avoir ciblé une entreprise, mais finalement ça peut ne pas lui correspondre d'un point de vue financier. Et puis au niveau des compétences, il peut être pas à la hauteur. Donc il a besoin d'être entouré de conseils qui vont finalement le diriger vers la bonne voie. Dans les grandes lignes, on a effectivement les organismes comme la Chambre de commerce et d'industrie, dont l'un des rôles est de mettre en relation les cédants et les repreneurs. Il y a ensuite des entités, des entreprises dont c'est le métier de repérer et de trouver une cible d'entreprise qui corresponde au cahier des charges d'un repreneur et d'un porteur de projet. Et puis il y a tout le réseau des experts que sont les avocats, les experts comptables. Alors, lorsque le repreneur se lance dans la démarche, l'expert comptable l'accompagne dans le choix d'entreprise, puisque on essaie de le conseiller aussi dans les différents types d'entreprises en fonction de son expérience, de sa compétence et de notre connaissance du métier. Le rôle de l'avocat dans une reprise d'entreprise est en amont et le plus rapidement possible dès que son projet est concret. Il intervient pour essayer de rechercher les informations par le biais de son avocat et conseillé par son avocat, mais également rechercher les documents qui lui sont nécessaires pour avoir une image la plus fidèle de l'entreprise qu'il souhaite acquérir. Une fois qu'on a ciblé, trouvé l'entreprise et puis entamé des rencontres et des discussions avec le cédant, il y a un gros travail qui va durer pendant plusieurs mois avant que soient signés les protocoles d'accord. Un gros travail avec le cédant, un travail important, laborieux pour intégrer, s'imprégner de l'entreprise. Il va y avoir tout un tas de questions à aborder sur le plan commercial, carnet de commandes, dimension salariale et sociale de l'entreprise, stratégie, histoire, on vient d'où, on est où et où est-ce que l'entreprise prévoit d'aller aujourd'hui. En fait, dans le montage du dossier, je dirais qu'il y a eu 2 phases, pendant lesquelles je n'ai vu que Monsieur et Madame Dubois. Parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés sur mes intentions, sur ce que je voulais faire de l'entreprise, garder le nom de la boîte, ne pas garder le nom de la société, garder ses salariés, garder le siège. Donc toutes ces interrogations qui étaient des interrogations légitimes, ce sont des points dont on a parlé. Donc avant la signature et l'engagement complet de cette reprise d'Agence Déco, nous avons eu des échanges avec le cédant. À plusieurs reprises, nous sommes venus dans les bureaux pour découvrir un peu l'activité que nous ne connaissions pas du tout. Mais je dirais qu'on a plus pris connaissance du métier que des dossiers par eux-mêmes. Ça restait extrêmement discret à ce niveau-là. Il faut être très vigilant sur les actifs et sur les passifs. Donc bien faire procéder à des audits d'acquisition pour ne pas se retrouver confronté à des demandes ou à des problématiques ou à une gestion de litige qui pourrait ne pas apparaître dans les comptes. Donc vraiment être très vigilant et faire procéder à des audits d'acquisition. Une fois que l'on s'est mis d'accord, en tout cas moralement, puisque rien n'était signé avec Monsieur et Madame Dubois, sinon une lettre d'intention, là effectivement ce sont des professionnels qui sont intervenus, donc professionnels qui ont réalisé des audits, donc audit comptable, audit juridique, audit environnemental. On ne peut pas faire autrement que de s'entourer d'experts que sont les avocats spécialistes en droit des affaires, les experts comptables qui vont vous aider techniquement sur le montage de reprise. Et ce qui est vraiment intéressant en étant accompagné comme ça par des experts, c'est que ça permet un petit peu de dédramatiser la relation entre le cédant et le repreneur. On évite les sujets qui fâchent. Ça permet de faire un vrai travail de fond et le jour où le protocole d'accord sera signé, d'avancer avec des relations beaucoup plus saines. Le repreneur n'a pas forcément la connaissance de l'activité, ne connaît pas l'entreprise, donc il a besoin d'indicateurs fiables, rapides, précis pour pouvoir mener à bien la reprise d'entreprise et la gestion au quotidien. Donc dans ce cadre-là, on est amené à l'accompagner très fréquemment par l'élaboration notamment des business plans, de tableaux de bord mensuels pour qu'il puisse piloter au mieux la reprise de l'entreprise.
Le rôle de la banque, il est primordial dans l'opération, mais pas seulement au financement. On l'attend essentiellement au financement. En réalité, aujourd'hui, il y a un certain nombre de banques, dont le Crédit Agricole, qui interviennent dans toutes les étapes du processus. On va financer, bien sûr, c'est là où on nous attend principalement, mais on va financer la reprise, éventuellement accompagner le repreneur en capital investissement à ses côtés. Le gros avantage de notre savoir-faire, c'est qu'il est, pour un repreneur ou un cédant, il est complet et il est sécurisant, puisqu'on couvre l'intégralité des étapes. La reprise de l'entreprise passe bien sûr par un montage financier qui n'est jamais simple, fait souvent peur aux repreneurs, aux porteurs de projets. Bon, bien sûr, les premiers partenaires dans ces démarches, ce sont les banquiers, et contrairement à ce qu'on peut dire ou raconter, qui jouent le jeu, qui sont à l'écoute lorsque votre projet est sérieux et correctement présenté. Quand un repreneur a effectivement trouvé l'entreprise à racheter, d'abord, première chose, il doit disposer d'un apport assez significatif. On a tendance à parler de 20-30%, mais c'est un minimum parce que l'opération de reprise, globalement, c'est une opération à risque et il faut pouvoir garder un petit peu de marge de manœuvre. C'est pour ça que l'autofinancement est souvent demandé d'une manière assez significative. Et puis enfin, il y a un dernier point qui peut faciliter ou être un facilitateur à la reprise, c'est l'accompagnement en capital d'une manière générale des filiales de banque ou des capitaux investisseurs, ou encore toutes les aides d'Oseo et des plateformes d'initiatives locales qui permettent d'avoir un dossier un peu plus étoffé et un peu plus disponible pour les banquiers. L'objectif de la constitution d'un business plan, c'est finalement expliquer à un tiers, qui est souvent un banquier, que l'on a un projet et que ce projet-là, à travers des chiffres, est véritablement faisable. Et qu'en intégrant tous les modes de financement, eh bien finalement, il peut racheter cette entreprise, celle qu'il a ciblée. Et ce qui est aussi primordial dans la présentation de ce business plan, c'est qu'il soit lisible pour des tiers. Et donc là, l'importance d'un expert comptable et sa compétence est là. Les premières difficultés sont rencontrées lorsqu'on établit le business plan. Donc le business plan, je l'avais établi pour une reprise seule, où j'avais rencontré déjà certains partenaires banquiers et où, effectivement, il y avait un banquier qui était partie prenante, je dirais. Voilà, il sentait bien le projet, mais il n'était pas totalement convaincu. Bon, c'est vrai que 55 ans, ça laisse un parcours qui est relativement réduit derrière. Et lorsque on a annoncé que mon fils pourrait prendre des participations, etc., c'était déjà un peu plus ouvert. Et lorsque mon fils a décidé de me rejoindre, ça s'est effectivement beaucoup plus facilement ouvert, d'autant plus qu'il y avait un apport qui était plus important. Voilà. Mais le point difficile dans une reprise, c'est le financement. Le problème, c'est que chaque cas est particulier. On essaie de donner d'une manière globale une généralité. On a accepté des dossiers avec un apport qui était inférieur ou quelqu'un qui n'était pas du tout du secteur. Bon, il y a bien d'autres éléments, notamment le feeling. Hein. On est aussi des êtres humains, donc on peut avoir un feeling avec un repreneur. Il y a l'historique, il y a son passé, il y a ce qu'il a été capable de manager comme structure préalablement. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte sur la décision d'un dossier. La signature, le closing, comme on l'appelle dans le jargon de la reprise, c'est un acte assez symbolique finalement, puisque c'est le fruit et le résultat de semaines et souvent de mois de travail entre le cédant et le repreneur d'un côté et puis le travail des experts respectifs de l'autre. Il y a tout un ensemble de documents qui sont à récupérer, s'assurer que les fonds ont bien été débloqués à la bonne date au niveau des banques pour que le chèque soit pas en bois, ce qui ferait un peu désordre le jour de la signature. Je ne pensais pas y arriver si vite, parce que c'est vrai que quand on reprend à la barre du tribunal, il y a quand même quelques cicatrices, et en tout cas la situation actuelle de l'entreprise a donné raison, l'ambition que j'avais et la confiance que j'avais dans son savoir-faire et dans ses salariés. C'était effectivement beaucoup d'émotions, parce que c'était quelque sorte le bébé de monsieur et madame Dubois qu'ils me transmettaient avec un engagement très fort pour moi de poursuivre ce qu'ils ont pu initier il y a 34 ans. Une fois que la transmission de l'entreprise a eu lieu et que
le protocole a été signé, on a souvent au préalable, on s'est souvent mis d'accord au préalable sur la durée d'accompagnement. Je dirais qu'un peu comme en matière de reprise, il n'y a pas de règle absolue en la matière. On dit que ça s'échelonne en général entre 1 mois à 1 an et demi. Nous, on avait fait le choix de 3 mois, qui me semble être une période pertinente. Donc là, ça passe très très vite, il y a énormément de sujets à aborder. Certains sujets, tant que la signature n'était pas faite, restent du domaine du confidentiel. Donc là, on attaque vraiment des sujets de fond sur le plan commercial, clientèle, carnet de commandes, marché en cours. Dans notre cas, on a mis en place une convention de tutorat, une convention de 3 mois, qui était comprise dans l'achat de l'entreprise en fait. Et en plus, nous avons mis en place un contrat d'1 an, durant lequel le cédant se mettait à notre disposition au besoin. Et comme c'était une entreprise intuitu personae, évidemment, les relations interpersonnelles sont très importantes. Et pour qu'il y ait une transmission douce, eh bien, il faudra peut-être renouveler ce contrat de collaboration pendant encore 1 année. Je pense que dans un premier temps, on vit au quotidien ensemble. Et puis ça peut durer au-delà de 6 mois, comme M. Dubois me le propose gentiment. Et ça, je pense que c'est très important que ça se passe bien, et puis ça se passe dans un excellent climat. Et puis au-delà, je pense à un rôle de conseil, peut-être profitable à tout le monde, et puis ça permettra à M. Dubois de rester très lié à son entreprise qui continue à porter son nom. Il faut communiquer avec le cédant. Et ça, c'est valable d'ailleurs pour le cédant comme pour le repreneur. Il ne faut pas négliger l'aspect humain. L'aspect humain, c'est 70% de la cession dans l'entreprise. C'est très important pour un cédant, c'est très important pour un repreneur. Et communiquer au maximum sur son projet, sur la façon dont on envisage la reprise, c'est peut-être déjà 70% de la réussite. Reprendre ou transmettre une entreprise est une grande aventure. Cédants, repreneurs, experts doivent travailler ensemble pour la réussite du projet. Et chaque histoire est bien unique et différente. Chaque homme a sa propre vision de la reprise et transmission d'entreprise et ses propres conseils qu'il livre en toute humilité. S'il y avait des conseils à donner en matière de reprise d'entreprise, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'importance de l'envie dans son projet de reprise, la détermination, la volonté qu'on va mettre en œuvre pour aboutir sur ce projet. Il y a beaucoup de plaisir et de bonheur dans un parcours de reprise d'entreprise, mais aussi beaucoup d'obstacles qu'il faut passer et contourner. Je crois que quel que soit le projet, seul, on n'est jamais capable de bien l'appréhender. Et je pense qu'il faut des conseils à la fois de gens du secteur d'activité, d'experts comptables, de gens aussi qui ne sont pas forcément chefs d'entreprise, mais qui peuvent avoir une vision assez claire et assez pertinente d'un projet. C'est d'être bien entouré d'experts, déjà, au moins un juriste, au moins un expert comptable, de bien analyser la situation du projet et d'aller au fond de son questionnement, de rester très critique. La première des choses, c'est de rédiger une note de cadrage. C'est un exercice un petit peu compliqué dans un premier temps quand on recherche une entreprise, parce que ça oblige à coucher sur le papier le détail de ce qu'on aimerait idéalement et être le plus précis possible. Mais c'est vraiment un exercice important parce que ça permet de rendre lisible le projet dont on est porteur. Bien cibler l'entreprise qu'il recherche pour éviter justement de se perdre sur des secteurs d'activité ou des tailles d'entreprise qui ne lui correspondront jamais. Bien connaître le marché, s'entourer des conseils au moment de la transmission de l'entreprise. Alors si j'avais un conseil à donner à un repreneur, c'est de rester optimiste et de lui dire que c'est une petite expédition, un petit voyage, et que comme tout voyage, toute expédition, eh bien ça se prépare longtemps à l'avance et de manière méticuleuse. Je dirais les meilleurs conseils que je donnerais, c'est d'être transparent, de rien cacher dans la reprise. C'est important, je crois qu'il faut dire tous les points forts de l'entreprise et tous les points faibles de l'entreprise, c'est important. Il faut penser non pas cession d'entreprise, mais transmission d'entreprise. Voilà. Je crois que c'est un mot qu'il faudrait mettre en avant dans tous les dialogues, parce que l'entreprise ne s'arrête pas le jour de la signature, le lendemain matin à minuit, elle ne s'arrête pas, elle doit se continuer
exactement de la même façon. Il faut se préparer psychologiquement à la cession. C'est une étape très difficile généralement pour les chefs d'entreprise. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt et il faut préparer son entreprise. Il faut la structurer pour la vente si elle en a besoin. Souvent elle en a besoin et il faut faire ça au moins 5 ans avant. Ne pas oublier qu'il y a une vie après la transmission d'entreprise et qu'il faut aussi préparer l'après. Bien anticiper son projet longtemps à l'avance de manière à pouvoir organiser la transmission d'entreprise dans les meilleures conditions, bien évaluer son entreprise.